Roger Daltrey a aujourd'hui 82 ans et après avoir passé plus de 6 décennies à protéger l'héritage des Who, il dit enfin des choses qu'il a gardées enfouies pendant la majeure partie de sa vie. Pendant des années, il a défendu le groupe avec une loyauté absolue, même lorsque cette loyauté exigeait le silence. Il est resté silencieux à propos de Pete Townshend, du chaos entourant les derniers jours de Keith Moon, de l'argent manquant, et même de la nuit horrible où des fans sont morts devant l'un de leurs concerts, et le groupe n'avait aucune idée de ce qui se passait. Aujourd'hui, à ce stade de sa vie, Roger semble beaucoup moins intéressé à protéger les vieux mythes et bien plus disposé à dire la vérité sur ce qui a réellement déchiré le groupe. Il a admis que pendant des années, il croyait que le silence était synonyme de loyauté. Il pensait que protéger le groupe signifiait garder cachées les histoires douloureuses, même si ces histoires continuaient de le hanter en privé. Mais l'âge change de perspective, et Roger a atteint un point où porter ses secrets semble plus lourd que de les révéler. Ce qui rend ces récentes réflexions si puissantes, c'est qu'elles viennent de quelqu'un qui était là avant même que la célébrité n'existe. Avant les arènes à guichets fermés, les guitares cassées et les albums légendaires, Roger n'était qu'un garçon né dans le chaos. Il est né le 1er mars 1944 à l'hôpital Hammersmith, alors que Londres était encore attaqué pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Les roquettes allemandes tombèrent du ciel, les sirènes des raids aériens hurlaient dans toute la ville, et les familles vivaient chaque jour en se demandant si elles survivraient jusqu'au matin. Sa mère a accouché alors que cette peur entourait tout. Les quartiers voisins avaient déjà été dévastés par les bombardements, et l'incertitude était devenue une partie normale de la vie. Avant même que Roger puisse comprendre le monde qui l'entourait, il est né en mode survie. Cette leçon est devenue encore plus dure lorsqu'il était encore un bébé. Roger et sa mère ont été évacués vers une ferme isolée en Écosse dans le cadre des efforts de réinstallation en temps de guerre pendant que son père servait dans l'armée. Sa famille a été divisée et la séparation est devenue l'une de ses premières expériences. Même lorsqu'il était bébé, la vie de Roger était marquée par l'instabilité. Il a été éloigné de chez lui, séparé de son père, et contraint à des circonstances totalement indépendantes de sa volonté. Cette instabilité précoce lui a laissé une marque permanente. Lorsque la famille s'est réunie après la guerre, ils sont retournés à Shepherd's Bush, mais la vie était loin d'être facile. Le quartier était profondément ouvrier, rude sur les bords, et rempli de jeunes enfants essayant d'imaginer un avenir plus grand que les rues dans lesquelles ils vivaient. Ce même quartier allait éventuellement donner naissance à 2 autres garçons qui allaient complètement remodeler la vie de Roger. Pete Townshend et John Entwistle vivaient à proximité grandissant dans la même atmosphère de lutte et d'ambition d'après-guerre. À l'époque, aucun d'entre eux ne savait qu'ils formaient l'un des partenariats les plus explosifs de la musique rock. En 1955. Roger réussit le difficile examen britannique de 11 ans et plus, ce qui l'envoya à l'Acton County Grammar School. Cela aurait dû être une réalisation majeure, mais cela lui a donné le sentiment d'être un étranger. L'école lui semblait socialement différente de tout ce qu'il avait connu. Roger a admis plus tard qu'il avait l'impression d'être coupé de ses vieux amis et jeté dans un environnement dans lequel il ne s'était jamais pleinement intégré. Cette tension l'a suivi pendant des années. Il avait une intelligence et un potentiel évidents, mais il se heurtait constamment à l'autorité. Les règles l'ont frustré, la discipline l'a mis en colère, et finalement, son comportement rebelle a éclipsé ses capacités académiques. Finalement, il a été expulsé. Ce moment a tout changé, car il a mis fin à l'idée d'un avenir traditionnel. Soudain, Roger fut poussé vers le genre de vie ouvrière qu'il craignait le plus. Il a passé du temps à travailler dans la construction avant d'atterrir dans une usine de tôlerie à Southampton. Jour après jour, il coupait du métal, pliait de l'acier et effectuait des travaux répétitifs qui le faisaient se sentir piégé. C'était un travail honnête, mais Roger y voyait un avertissement sur ce que son avenir pourrait devenir. Il a admis plus tard que si la musique avait échoué, il pensait qu'il serait mort d'une manière différente, émotionnellement piégé dans cette usine pour le reste de sa vie. Cette peur l'a alimenté. Il ne pouvait pas se permettre une vraie guitare, alors il en a construit une lui-même. En utilisant des chutes de bois et des morceaux de métal provenant de l'usine, il a créé un instrument rudimentaire qui ressemblait à peine à une guitare professionnelle. Pour n'importe qui d'autre, cela semblait sans valeur. Pour Roger, cela semblait être une possibilité. Cette guitare faite maison est devenue la première véritable étape pour échapper à un avenir dont il n'a jamais voulu. Il a appris en autodidacte, en écoutant des disques d'Elvis Presley et des artistes rythmiques et blues qui transformaient la culture de la jeunesse britannique.
Chaque accord qu'il a appris lui donnait l'impression d'être à un pas de plus de l'usine. Cette passion s'est transformée en action en 1960, et lorsque Roger a formé un groupe de skiffle appelé The Detour. Ce détail compte car Roger n'a pas rejoint le rêve de quelqu'un d'autre, il a construit le sien. Il a personnellement recruté John Entwistle, et grâce à John, il a rencontré Pete Townshend. Pete était timide, profondément doué et montrait déjà des signes de génie créatif. Les premières années ont été brutales. Il jouait à des mariages dans des pubs et dans des clubs de travailleurs pour de minuscules sommes d'argent qui couvraient à peine leurs dépenses. Parfois, le groupe partageait des paiements embarrassants juste pour continuer. Mais Roger refusait de laisser mourir son rêve. Il réservait des concerts, transportait du matériel imposé des répétitions et poussait tout le monde autour de lui avec une intensité implacable. Il traitait le groupe comme une mission, alors que d'autres le considéraient encore comme un passe-temps. Son style de leadership était agressif et souvent explosif. Roger venait d'un monde où les conflits étaient directs et physiques, et cette énergie était transmise au groupe. Pete Townshend a décrit plus tard Roger comme quelqu'un qui réussissait souvent par la force. Les disputes devenaient régulièrement physiques, et les répétitions se terminaient parfois par de véritables combats. Lors d'une confrontation tristement célèbre, Roger a presque assommé Pete lors d'une dispute sur les arrangements musicaux. C'était chaotique, imprudent, et reflétait profondément ce que le groupe était en train de devenir. Ce chaos n'était pas séparé de leur succès. Cela faisait partie de leur identité. Leur ambition grandissait aussi vite que leur tension interne. Le groupe a changé de nom à plusieurs reprises, passant de The Detour à The High Numbers, avant de finalement devenir The Who à la fin de 1964. Les managers ont changé, l'image de marque a changé, et l'incertitude les a constamment entourés. Malgré toute cette instabilité, Roger s'est battu pour garder le noyau intact. Il croyait qu'il fallait garder Pete et John ensemble même si les choses devenaient difficiles. Puis tout a changé au début de 1965 lorsque Pete Townshend a commencé à devenir l'auteur-compositeur dominant du groupe. Des chansons comme I Can't Explain the Kids Are Alright et My Generation ont transformé l'avenir du groupe. Soudain, les Who n'étaient plus seulement un groupe live dangereux. Ils avaient des chansons originales capables de définir toute une génération. Mais le succès a créé un nouveau déséquilibre. Roger avait construit le groupe à partir de zéro, mais l'écriture de chansons de Pete est rapidement devenue le centre de leur avenir. Les maisons de disques, les producteurs et les dirigeants de l'industrie se sont de plus en plus concentrés sur Pete en tant que force créatrice, derrière tout. Roger est resté le leader explosif que le public aimait sur scène, mais dans les coulisses, il a commencé à sentir son contrôle lui échapper. Le groupe qu'il a aidé à créer évoluait d'une manière qu'il ne pouvait pas complètement arrêter. Ce changement est devenu indéniable lorsque I Can't Explain est sorti le 15 janvier 1965. La chanson est devenue leur premier grand succès et les a propulsés dans un monde complètement différent. Cela a également marqué discrètement le début d'une fracture plus profonde. Le même succès pour lequel Roger s'est battu créait désormais des luttes de pouvoir, du ressentiment et des dommages émotionnels qui finiraient par contribuer à détruire tout ce qu'il avait passé sa vie à construire. La chanson a grimpé dans les charts britanniques et a été largement diffusée, mais le succès n'a pas apporté le calme. En fait, cela a rendu tout plus instable. Roger considérait le groupe comme son projet. Pete se considérait comme celui qui lui donnait une forme artistique. Keith Moon, qui s'était joint à la batterie et apportait avec lui une énergie sauvage, n'a fait que rendre l'atmosphère plus imprévisible. Chaque membre tirait désormais avec une réelle force, et le groupe devenait de plus en plus grand au moment précis où il devenait plus difficile à contrôler. Cela a conduit à l'une des premières explosions majeures. Fin septembre 1965, lors de la première tournée européenne du groupe, la situation s'intensifie au Danemark. Roger était furieux contre Keith Moon pour avoir accéléré les chansons sous l'influence de pilules, rendant les performances bâclées et presque impossibles à chanter correctement. À un moment donné, après un spectacle à Aalborg, Roger a trouvé la cachette de Moon et l'a jetée dans les toilettes. Moon s'est jeté sur lui avec rage, et Roger a riposté durement, laissant Keith ensanglanté et secoué. Ce n'était pas un incident mineur. Peu de temps après, Townshend, Moon et Entwistle ont élu Roger du groupe qu'il avait fondé. Pour Roger, cela devait être humiliant. Il avait construit le groupe à partir de rien, et maintenant c'était lui qui était expulsé. Pendant un instant, il sembla que celui-ci allait se briser pour de bon. Roger a commencé à penser à former un groupe de soul, mais la séparation n'a pas duré. Les autres se sont vite rendus compte que sans lui,
il manquait quelque chose de crucial. Il a été ramené quelques jours plus tard, et le retour s'est fait avec un accord approximatif. Moins de drogue, avant les shows des autres, moins de violence de la part de Roger. Ce n'était pas la paix au sens propre du terme, mais c'était suffisant pour faire fonctionner la machine. Et cette machine devenait déjà célèbre pour quelque chose au-delà de la musique. Au milieu des années 1960, ceux qui avaient transformé le matériel fracassant faisaient partie de l'acte. Les guitares, les batteries et les amplis étaient détruits nuit après nuit. Cela les a rendus inoubliables, mais cela les a aussi maintenus presque fauchés. Roger, qui avait autrefois construit une guitare à partir de chutes, parce qu'il était pauvre, trouvait pénible de voir des instruments coûteux brisés en morceaux. Pourtant, la destruction est devenue une partie de leur image. Et une fois que cette image s'est installée, elle les a suivis partout. Les foules ont adoré. La presse l'a remarqué. Les factures se sont accumulées. Les violences internes n'ont pas non plus disparu. Le 20 mai 1966, lors d'une dispute au Rikkitic Club de Londres, Pete Townshend frappa Roger à la tête avec une guitare. Roger a répondu avec un coup de poing qui a assommé Pete. Les fans ont regardé sous le choc. Cela semblait insensé, mais à l'intérieur de celui-ci, cela faisait partie d'un modèle. La musique était brillante, l'alchimie était réelle, et les combats n'étaient jamais loin. Leurs chansons étaient pleines de frustration, de rébellion et d'agressivité, parce que ceux qui les composaient vivaient ces sentiments en temps réel. Même lorsque le groupe montait plus haut, les ennuis augmentaient avec eux. En 1973, lors d'un enregistrement Top of the Pops de 515 de Quadrophenia, Pete Townshend explosa à la BBC à cause du son et des règles de mime. Cette explosion a contribué à l'interdiction de la BBC, ce qui a nui à la visibilité du groupe en Grande-Bretagne. À peu près au même moment, une autre horrible vérité apparaissait. Leurs managers Keith Lambert et Chris Stamp, qui avaient contribué à construire le Who Smith à partir du milieu des années 1960, n'avaient pas non plus réussi à les payer correctement. Pete les a ensuite qualifiés de criminels. Les audits ont révélé des redevances manquantes et de graves dommages financiers. Lambert avait même utilisé l'argent lié au succès du groupe pour financer un style de vie somptueux, notamment un palais à Venise. Ainsi, alors que les Who paraissaient énormes de l'extérieur à l'intérieur, ils étaient confrontés à la trahison, au manque d'argent et au sentiment que les gens autour d'eux se nourrissaient de leur travail depuis des années. Pourtant, avant que cet effondrement ne devienne impossible à ignorer, le groupe avait déjà atteint quelque chose d'extraordinaire. En mai 1969, ils sortent Tommy l'opéra rock qui change l'échelle de ce qu'un groupe de rock peut faire. C'était ambitieux, émouvant et profondément étrange de la meilleure des manières. Pete Townshend a écrit presque tout en s'appuyant sur des idées spirituelles et en poussant le groupe vers un territoire plus complexe. Et au centre se trouvait la voix de Roger Daltrey. Sur des chansons comme See Me Feel Me, il a réuni puissance brute et vulnérabilité d'une manière qui a fait respirer toute l'histoire. Il n'avait aucune formation vocale formelle, mais il n'en avait pas besoin. Ce qu'il avait, c'était la force, l'instinct et la vérité émotionnelle. Tommy a été une avancée majeure, non seulement pour le groupe, mais aussi pour Roger lui-même. Le garçon qui craignait d'être enfermé pour toujours dans une usine de tôlerie était désormais la voix de l'un des albums les plus audacieux de l'époque. Le disque s'est vendu rapidement, a grimpé très haut et a changé la façon dont les gens percevaient la musique rock. Cela prouvait que les Who pouvaient en être plus que du chaos, plus que du matériel brisé, plus que des combats de rue faisant la une des journaux. Ils pourraient construire quelque chose de grand et de durable. Cela a conduit à un autre grand tournant dans la vie de Roger lorsque Ken Russell l'a choisi dans la version cinématographique de Tommy en 1975. C'était un rôle ironique d'une certaine manière, car Roger le chanteur, avec l'une des voix les plus célèbres du rock, a passé une grande partie du film muet. Pourtant, ce silence a fonctionné pour lui. Il s'est lancé dans le rôle à réaliser, la plupart de ses propres cascades, a subi des brûlures, a enduré des conditions de tournage brutales et a donné une performance qui a surpris des gens qui n'avaient jamais pensé à lui en tant qu'acteur. Le film a rapporté, de l'argent a attiré l'attention et a montré que Roger pouvait porter bien plus que de simples chansons. Il pourrait aussi porter un écran. Mais même si Tommy les avait soulevés les années qui suivirent, apportèrent encore plus de danger. En 1972 et 1973, le groupe était à nouveau chancelant.
Keith Moon s'enfonçait encore plus dans l'excès. La destruction d'hôtels, les surdoses, les contrôles manqués et l'instabilité croissante devenaient monnaie courante. Roger faisait également face à la vilaine découverte que de l'argent avait été volé au groupe. La confiance au sein du groupe s'effilochait. Pete était épuisé. Des rumeurs de projets solo commençaient à circuler dans l'air. Malgré tout leur succès, les Who se sentaient toujours comme un groupe soudé par la force de la volonté. C'est en partie pourquoi la quadriphénie était si importante. Sorti le 19 octobre 1973, c'était un autre double album, un autre concept énorme et une autre tentative de maintenir la cohésion du groupe à travers l'art. Pete l'a écrit comme l'histoire d'un mode en difficulté nommé Jimmy, mais les personnalités à l'intérieur de Jimmy reflétaient les 4 membres des Who. La voix de Roger, l'esprit de Pete, le cœur de John, les tripes sauvages de Keith. Ce n'était pas seulement un album. C'était le portrait du groupe qui se séparait et essayait en même temps de se comprendre. Roger Daltrey a dit un jour que Keith Moon semblait avoir une personnalité addictive et il s'est même demandé plus tard si une partie de cette intensité agitée pouvait être liée à l'autisme. Quelle qu'en soit la cause, tout le monde autour de Moon pouvait voir la même chose. Il n'y avait pas de juste milieu en lui. Il n'a jamais été calme au sens ordinaire du terme. Il aimait beaucoup, riait beaucoup, jouait dur et détruisait dur. Daltrey l'a décrit comme quelqu'un qui pouvait être profondément aimant à un moment et vicieux à un moment donné. Chaque partie de lui était complètement retournée. Cela a fait de lui l'un des batteurs les plus excitants que la musique rock ait jamais vu. Cela a également rendu la fin terriblement facile à imaginer. On pouvait entendre cette force sauvage dans sa façon de jouer. Sur des chansons comme Won't Get Fooled Again, Moon ne s'est pas contenté de garder le temps. Il a fait avancer le tout comme un homme essayant de se distancer lui-même. Son jeu de batterie semblait vivant, imprudent, presque impossible à cerner. Pourtant, en dehors de la scène, cette même énergie s'est déversée dans des accidents de voiture, des chambres d'hôtel, détruites des meubles brisés, des pilules des boissons et un chaos sans fin. Le groupe a essayé de l'aider. Ils lui ont parlé en privé, ils lui ont crié dessus, ils l'ont supplié. Rien de tout cela n'a fonctionné. Des années plus tard, Daltrey a regardé en arrière avec regret et a déclaré qu'ils avaient fait tout ce qu'ils savaient faire. Mais dans les années 1970, il ne comprenait tout simplement pas la dépendance et la réadaptation comme les gens le font aujourd'hui. En fin de compte, la vie de Keith Moon est devenue l'histoire qu'elle raconte si souvent avec des gens comme lui. L'éclat pur d'un côté, la destruction de l'autre. Il décède le 7 septembre 1978 à seulement 32 ans. Bien avant ce dernier jour, les signes avant-coureurs étaient déjà devenus impossibles à ignorer. Le 20 novembre 1973, The Who ouvre une tournée aux États-Unis avec un concert au Cow Palace de San Francisco. Avant la deuxième chanson, Moon s'est injecté ou a bu un tranquillisant pour singes mélangé à du cognac. C'était un sédatif pour animaux, et au moment où le groupe atteignait Won't Get Fooled Again, il s'est effondré sur ses tam-tams au milieu de la représentation. La foule a regardé sous le choc l'un des grands showmen du rock étendu inconscient sur scène. Roddy Dougal Butler l'a emmené, lui a donné de l'oxygène, et lui a même fait prendre une douche froide. Le spectacle a été retardé d'une demi-heure. Puis comme le groupe n'avait pas le choix, ils ont retiré du public un fan de 19 ans nommé Scott Alpin, pour qu'il joue de la batterie sur 3 chansons. Plus tard, Moon s'est à nouveau évanoui et est resté inconscient pendant une journée entière. Le lendemain, il a fallu le déplacer pendant que les médicaments disparaissaient lentement. Ce n'était pas une mauvaise nuit. C'était un désastre, et tout le monde le savait. Pourtant, même avec des scènes comme celle-là, le groupe espérait qu'il s'en remettrait d'une manière ou d'une autre. En septembre 1977, Pete Townshend l'a appelé de Malibu pour les séances de Who Are You Moon était censé se ressaisir. Au lieu de cela, il eut du mal à rester sobre et revint vers Brandy. En 1978, Daltrey essayait de le pousser vers la forme physique parce qu'il voulait que le groupe soit prêt pour un véritable retour. Moon ne pouvait pas continuer ainsi. Daltrey a déclaré plus tard qu'il l'avait perdu avec le meilleur de leur ignorance. Cette phrase est restée dans la mémoire des gens parce qu'elle semblait douloureusement vraie. Ils se souciaient de lui. Ils se sont battus pour lui. Mais s'inquiéter sans comprendre ne suffisait pas. Puis vint l'un des moments les plus tristes de tous. Fin août 1978, quelques semaines seulement avant sa mort,
Keith Moon assista à une projection privée de The Kids Are All Right avec Roger Daltrey. Le film comprenait la performance que The Who avait tournée au studio Shepperton le 25 mai 1978. Ce serait la dernière performance filmée de la programmation classique. Se regarder à l'écran l'a bouleversé. Ce n'était pas le jeune garçon vif et téméraire qu'il s'imaginait encore être. Des années d'excès avaient changé son visage et son corps. Daltrey se souvint plus tard que Moon s'était complètement effondré, pleurant comme un enfant, alors que la réalité le frappait. Il a vu jusqu'où il était tombé. Et pour un homme dont toute l'identité était liée au mouvement, au rythme et au bruit, c'était insupportable. Daltrey essaya de lui donner quelque chose à quoi se raccrocher. Il a promis qu'il y aurait une tournée si Keith parvenait à se remettre en forme. Mais le choc de cette projection a été profond. Peu de temps après, le 7 septembre 1978, l'histoire prend fin. Keith Moon était dans son appartement londonien au 9 Curzon Place. On lui avait prescrit du clométhiazole, également connu sous le nom d'éminévrine, pour l'aider à réduire sa consommation d'alcool. Les instructions étaient claires, pas plus de 3 comprimés par jour. Au lieu de cela, il a avalé 32 comprimés en une poignée, un pour chaque année de sa vie, vers 19h30 ce soir-là. Lorsque l'autopsie a été effectuée, elle a montré qu'il en avait absorbé 6 suffisamment pour le tuer, tandis que 26 restaient non dissous dans son estomac. Le lendemain, sa petite amie Annette Walter-Lax l'a trouvé enrhumée alors qu'elle préparait un pâté chinois. Le verdict était une surdose accidentelle. Il n'y avait aucune preuve de suicide. Cela ne rendait pas la situation moins cruelle. Moon avait essayé à sa manière de se ressaisir pour Who Are You. La dépendance est toujours arrivée en premier. Après sa mort, Roger Daltrey s'est exprimé dans une interview à la BBC en 1979 et a admis qu'il ne pouvait toujours pas expliquer correctement à quoi ressemblait cette perte. Il a dit qu'il lui manquait tout le temps. Pourtant, l'absence de Moon l'a également changé. Daltrey, qui avait souvent été sérieux, a déclaré que Keith lui avait appris quelque chose d'étrange et d'important. Keith ne s'inquiétait de rien. Il vivait comme si le lendemain s'arrangerait tout seul. Daltrey a commencé à porter un peu de cet esprit avec lui-même en deuil. Publiquement, il a essayé de continuer à avancer. En privé, il se tourmentait. Plus tard dans sa vie, il dira que l'un de ses plus grands regrets était de ne pas avoir sauvé Keith. Le groupe lui-même a dû faire un choix presque immédiatement. Keith Moon est décédé le 7 septembre 1978, alors que les Who étaient déjà plongés dans une transition difficile. Des parties de Qui es-tu avaient été enregistrées avant sa mort et le groupe s'est retrouvé face à une question impossible. Vous arrêtez ou vous continuez? Pete Townshend a déclaré plus tard qu'aucun d'entre eux ne voulait que la mort de Keith soit inutile. C'est la raison pour laquelle ils ont continué sous le nom de Who au lieu de tout terminer là. Ils ont fait venir Kenny Jones des Small Faces. C'était un batteur compétent, discipliné et propre, mais son style était très différent. Avec Jones, le groupe sonnait plus serré et plus fluide, ce qui ne semblait plus être dangereux. Cette perte aurait suffi à ébranler n'importe quel groupe. Mais ensuite, un peu plus d'1 an plus tard, les Who furent liés à une autre tragédie. Le mardi 3 décembre 1979, plus de 15 000 fans se sont rassemblés devant le Riverfront Coliseum à Cincinnati pour un concert à guichets fermés. Le problème a commencé avant même que le groupe n'atteigne la scène. Seules quelques portes ont été ouvertes et elles ont ouvert tard. Dehors, des milliers de supporters ont immédiatement commencé à avancer car ils pensaient qu'ils allaient perdre leur place. Vers 19h15, la pression dans la foule était devenue meurtrière. 11 personnes ont été écrasées à mort. Au moins 8 autres personnes ont été grièvement blessées. Les victimes étaient toutes âgées de 15 à 27 ans. Beaucoup étaient des adolescents, des jeunes travailleurs, des gamins, venus simplement voir un spectacle de rock. Le pire, c'est que le groupe ne le savait pas. Les autorités locales et le personnel du lieu ont décidé de ne pas le dire à Roger Daltrey, Pete Townshend ou aux autres avant le spectacle. Ils craignaient la panique. Ils craignaient une émeute. Les Who sont donc montés sur scène vers 20h30 et ont joué un set complet avec des chansons comme Who Are You, Baba O'Reilly, Won't Get Fooled Again et My Generation, sans savoir que 11 fans étaient déjà morts à l'extérieur du bâtiment. Ce n'est qu'après le spectacle qu'ils en ont été informés discrètement dans les coulisses.
Townshend l'a décrit plus tard comme un fardeau étrange et lourd à porter. Daltrey était dévasté. La culpabilité ne venait pas du fait d'avoir provoqué directement la cohue, mais du fait que celle-ci s'était produite autour de leur musique sous leur nom dans l'atmosphère chargée que créaient leurs concerts. La catastrophe de Cincinnati a changé le monde de la musique live de manière réelle et durable. Les salles et les villes ont commencé à repenser la façon dont elles géraient les grandes foules en particulier, lorsqu'il s'agissait d'admission générale ou de sièges de festival. Dans de nombreux endroits, les systèmes de premier arrivé, premier servi ont été restreints ou abandonnés. Cincinnati elle-même a cessé d'utiliser les sièges des festivals pour les concerts jusqu'en 1988. Plus tard, des experts en contrôle des foules ont montré avec quelle facilité la catastrophe aurait pu être évitée. Quelques portes supplémentaires se sont ouvertes plus tôt, une entrée échelonnée, un système simple pour guider le flux. C'était tout ce qu'il aurait fallu. Pour Daltrey, la tragédie l'a amené à se poser une question plus difficile. Est-ce que continuer en tant que Who valait encore le danger que représentait le pouvoir et la réputation du groupe? Alors que tout cela pesait sur eux, Pete Townshend s'effondrait. Au début des années 1980, il était gravement pris au piège de la drogue et de l'alcool. La pression montait depuis des années. Depuis Tommy en 1969, Who's Next en 1971 et Quadrophenia en 1973, il était censé continuer à produire des chansons majeures de grandes idées et de nouveaux albums pour un groupe dont les membres s'éloignaient de plus en plus en termes de tempérament et de but. Au moment où Face Dances est sorti en 1981 et It's Hard a suivi en 1982, il était épuisé. La cocaïne, les boissons et plus tard les tranquillisants faisaient désormais partie de sa vie. À un moment donné, il a même déclaré que sa dépendance à l'Ativan était pire que celle à l'héroïne. Début 1982, il se rend en Californie pour se faire soigner par Meg Patterson, la même spécialiste qui avait aidé Eric Clapton. Roger Daltrey a observé tout cela et a décidé qu'il devait agir. C'est pourquoi la tournée de 1982 a été présentée comme la tournée Who's Farewell. En surface, cela ressemblait à un événement rock normal. Une dernière course géante dans des arènes d'Amérique du Nord et d'Europe. En dessous, c'était autre chose. Daltrey a déclaré plus tard qu'il avait formulé les choses de cette façon parce que Pete n'arrêtait pas de parler de la pression des tournées et qu'il avait peur que son ami se suicide si le cycle continuait. Il ne voulait pas perdre Pete comme ils avaient perdu Kiss. Le label d'adieu n'était donc pas vraiment une question de marketing ou de drame. C'était une tentative de sauvetage déguisée en au revoir. Cette décision n'a de sens que si l'on considère l'histoire plus longue du groupe car les Who ont toujours porté en eux la violence, le chaos et les dégâts. Daltrey a déclaré plus tard que leur autodestruction n'avait pas commencé en 1978 ni même en 1973. Elle avait commencé bien plus tôt en 1965 lors de leur première tournée européenne. C'est à ce moment-là que les amphétamines et les Purple Hearts ont commencé à inonder le groupe. Les chansons sont devenues plus rapides et plus bâclées. Daltrey pouvait à peine insérer les paroles. À un moment donné au Danemark, il a fait irruption dans la loge, a attrapé les pilules, les a jetées dans les toilettes et a frappé Kiss Moon après que Moon soit venu vers lui. Le groupe a renvoyé Daltrey pendant une courte période, puis l'a ramené. Mais le message était déjà clair. La musique était explosive parce que les personnalités étaient explosives et les dégâts avaient commencé très tôt. Le chaos n'était pas seulement émotionnel, il était aussi physique. En 1966, Townshend a frappé Moon avec une guitare. En 1967, la célèbre destruction de l'anniversaire de Moon à Flint, dans le Michigan, a causé environ 24 000 $ de dégâts à l'hôtel. Il y a eu des vols, des bagarres, des bris de matériel, des scandales de gestion et des désastres financiers. En 1973, Daltrey a examiné les finances du groupe et a découvert que les managers Keith Lambert et Chris Stamp tenaient des registres extrêmement médiocres. Malgré les millions gagnés entre 1967 et 1971, le groupe semblait toujours aux prises avec les dettes et la confusion. Ainsi, lorsque Pete a commencé à s'effondrer sous l'effet de la drogue au début des années 1980, la crise n'était pas soudaine. C'était le résultat de 2 décennies de tensions qui sont finalement apparues à la surface. La capitulation de Townshend s'est déroulée dans le calme. Le 16 décembre 1983,
il dit au groupe qu'il ne pouvait plus écrire pour The Who. C'était le cœur du problème. Il n'avait plus rien à donner à la machine. Il a même payé pour se retirer d'un contrat avec Warner Brothers, plutôt que de continuer à se forcer à faire un autre album qu'il n'avait pas en lui. Il y a eu une conférence de presse et la séparation est devenue officielle. Mais émotionnellement, le groupe s'était déjà séparé plus tôt. La tournée d'adieu de 1982 avait véritablement marqué la fin. Décembre 1983 n'est que le moment où tout le monde doit l'admettre. Pour Roger Daltrey, cette rupture a été source d'un véritable chagrin. Il en a mis une grande partie dans son album solo Parting Should Be Painless, sorti le 17 février 1984. Le disque était profondément personnel et émouvant, même s'il n'écrivait pas les chansons lui-même. Il s'agissait de traiter la fin de The Who, de donner forme à une perte qu'il ne savait pas vraiment comment expliquer. Mais l'album n'a pas touché le public comme il l'espérait. Les critiques ont été sévères, les ventes étaient faibles. C'est devenu son disque solo le moins vendu. Daltrey l'a ensuite défendu en disant que oui, c'était déprimant parce que c'était exactement là où se trouvait son esprit. Il n'essayait pas d'avoir l'air triomphant. Il essayait de paraître honnête. Et pourtant, Daltrey était plus qu'un simple chanteur en deuil, essayant de trouver sa place. Des années plus tôt, il s'était déjà lancé dans le métier d'acteur et avait surpris les gens. En 1975, la plupart des fans le considéraient encore principalement comme la voix et le visage des Who. Mais cela a changé lorsque Ken Russell l'a choisi pour incarner Tommy Walker dans la version cinématographique de Tommy. L'album original d'opéra rock est sorti le 19 mai 1969 et est devenu un énorme événement culturel. Dans le film de 1975, Daltrey avait peu de dialogue conventionnel, mais sa présence physique était frappante. Il a remporté une nomination aux Golden Globes pour le meilleur premier acteur et est même apparu sur la couverture de Rolling Stone en avril 1975. La même année, Russell lui a de nouveau choisi le rôle de Franz Liszt dans le film sauvage Listomania. En l'espace d'environ 1 an, Daltrey était passé du statut de leader à celui de présence sérieuse au cinéma. Pourtant, même avec ses succès, les années qui ont suivi l'effondrement des Who ont été difficiles. Le groupe s'était dit au revoir en 1982, mais dans le rock, les adieux sont rarement nets. En juillet 1985, ils se sont réunis pour Live Aid, à Wembley, jouant devant une foule de 72 000 personnes et une énorme audience télévisée à travers le monde. En 1989, ils lancent une autre tournée de retrouvailles à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. D'autres tournées ont suivi dans les années 1990 et 2000, notamment des courses sur le thème de Quadrophenia et de Tommy. Les fans sont venus parce que les chansons comptaient toujours, mais tout le monde savait aussi que quelque chose de irréparable avait changé. Sans Keith Moon, puis sans John Entwistle, après sa mort, en 2002, l'alchimie classique ne pourrait jamais être entièrement rétablie. Ce qui restait était puissant, parfois émouvant, mais ce n'était plus le même animal sauvage. Au fil du temps, Daltrey a trouvé un but en dehors du vieux cycle d'albums de tournées de combat et de retrouvailles. Au début des années 2000, il s'était profondément engagé auprès des jeunes atteints de cancer. En 2003, il a cofondé Teen Cancer America avec Pete Townshend, inspiré par le Teenage Cancer Trust du Royaume-Uni. L'objectif était simple, mais important. Les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer ne trouvent souvent pas leur place confortablement dans les services pour enfants ou les unités de cancérologie pour adultes. Ils ont besoin d'espaces où ils peuvent se sentir humains sociaux et compris, et pas seulement traités. Grâce à des collectes de fonds et à des travaux publics, l'association caritative a aidé à ouvrir des unités spécialisées à travers les États-Unis. Daltrey parlait de chaque nouvelle unité presque comme un musicien parle d'un disque à succès. Cela lui a donné un but. Cela lui a confié une mission qui semblait plus grande que des applaudissements. Ce même côté réflexif est apparu clairement dans ses mémoires. Merci beaucoup, Monsieur Kibblewhite, publié en septembre 2018. Le titre vient du directeur qui l'a expulsé du lycée du comté d'Acton quand il avait 15 ans et lui a dit qu'il ne ferait jamais rien de sa vie. Daltrey a transformé cette insulte en carburant. Le titre semble reconnaissant, mais la gratitude est vive et sombre. Il dit en réalité que l'humiliation l'a poussé vers la vie qu'il a fini par construire. Dans le livre, il retrace ses premières années difficiles, la naissance des détours, la montée du Who,
Les affrontements avec Townshend, les tournées, l'épuisement, les substances et le vide émotionnel qui habite parfois juste sous les énormes succès. C'est une histoire de motivation, mais aussi de dégâts. L'âge, bien sûr, arrive à tout le monde, même aux hommes qui semblaient être autrefois entièrement construits à partir du bruit et du défi. Le 26 mars 2025 au Royal Albert Hall de Londres, lors d'une soirée bénéfice pour le Teenage Cancer Trust d'Altry, a déclaré à la foule que les joies de vieillir signifiaient que vous deveniez sourd et qu'il devenait également aveugle. Puis il a ajouté une petite blague sombre que seul quelqu'un avec son histoire pourrait faire. Il a dit que, heureusement, il avait toujours sa voix, sinon il aurait tout omis. C'était drôle, mais c'était aussi brutalement honnête. Tommy Walker, le personnage qu'il avait joué en 1975, était sourd, muet et aveugle. Daltrey parlait maintenant comme un vieil homme dont l'ouïe et la vue perdaient.